Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Grosser, universitaire bien connu, qui vient de publier L'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine aux éditions du CNRS. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors en fait, vous expliquez dans votre livre que le premier livre, publié The Coming War in China, est publié dès 1997 aux États-Unis. Absolument. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, quelques années plus tôt, on annonçait plutôt une guerre avec le Japon, puisque à la fin des années 1980, au début des années 90, même si on l'a un peu oublié, l'ennemi ne semblait plus être, en tout cas le problème ne semblait plus être l'Union soviétique, mais le Japon. Et donc, on annonçait une guerre possible avec le Japon. Et à partir du milieu des années 90, on a eu l'impression aux États-Unis, dans certains milieux, il ne faut pas exagérer non plus l'impact, que la puissance montante était désormais la Chine et une puissance encore communiste, différente. Et donc, les débats sur la puissance chinoise, en fait, étaient déjà très importants dans la deuxième moitié des années 90. Et on sait bien que quand George W. Bush arrive au pouvoir, en 2000, quand il est élu en 2000, il n'était pas tellement concentré sur ni la question du terrorisme, ni la question de l'Irak, mais il était concentré sur les pires compétiteurs, c'est-à-dire sur la Chine et sur la Russie. Et pourtant, toujours dans les années 90, Clinton parle d'un partenariat stratégique constructif entre la Chine et les États-Unis. Alors ça a mis un petit peu de temps parce qu'en fait, quand il est élu en 1992 et qu'il bat le George Bush père, il l'accuse d'avoir été beaucoup trop complaisant à l'égard de la Chine après Tiananmen. Pour aller très très vite, je vais parler de Tiananmen. Et à ce moment-là aussi, au Congrès, on commence à parler beaucoup plus de droits de l'homme en Chine et à conditionner le commerce avec la Chine au respect des droits de l'homme, en tout cas sur la question du Tibet notamment, et évidemment la reconnaissance de ce qui s'était passé à Tiananmen. Et en fait, c'est progressivement, dans la deuxième moitié des années 90, que Clinton abandonne finalement la question des droits de l'homme, en tout cas la met un peu sous le tapis pour aller très vite. Et à la fin des années 90, il y a des visites qui sont plutôt des succès, des visites croisées entre présidents chinois et américains, et que la décision est prise de l'entrée de la Chine à l'OMC, qui intervient à la fin de l'année 2001. Et ensuite, Obama va poursuivre, après l'épisode Bush, Obama va poursuivre sur cette voie. À l'époque, on parle d'un G2 qui se superposerait sur le G7, et donc d'une sorte de condominium sino-américain, comme auparavant on parlait du condominium soviéto-américain. Alors déjà, enfin, c'est beaucoup dans la période Bush fils, dans les années 2000, hein, puisque finalement la Chine a plutôt soutenu la guerre contre le terrorisme. Elle était évidemment sur l'Irak beaucoup plus prudente, mais sans condamnation non plus tonitruante. Et un des arguments très très importants aux États-Unis, c'est qu'effectivement, on a trop privilégié les questions économiques avec la Chine, on s'est trop concentré sur les questions du Moyen-Orient et sur la guerre contre le terrorisme, et pendant ce temps-là, la Chine, dans les années 2000, a connu une croissance tout à fait exceptionnelle. Et finalement, ce qui a été évoqué il y a un instant, c'est-à-dire Obama, c'est la crise de 2008, et donc la prise de conscience par la Chine que finalement il y a un déclin américain beaucoup plus rapide qu'il ne le pensait, avec à la fois les difficultés dans la guerre contre le terrorisme, la guerre en Irak, et puis la crise économique. Et donc l'impression que l'on avait à la fin des années 2000, c'est que c'était plutôt les États-Unis qui étaient demandeurs, notamment par exemple, c'était quelque chose qui était assez connu, avec les bons du trésor américain, une partie de la dette américaine qui était possédée par la Chine. Et donc, on avait l'impression que pour relancer l'économie avec la crise de 2008, les États-Unis, et notamment Obama, et les grandes entreprises étaient demandeurs à l'égard de la Chine, tout en espérant toujours que la Chine, avec la croissance économique qu'elle connaissait, avec les transformations majeures qu'elle connaissait, se socialiserait. Et effectivement, elle s'est plutôt socialisée,
c'est-à-dire que dans les années 2000, elle a rejoint beaucoup de régimes internationaux, elle a été active dans les organisations internationales, elle a commencé à envoyer des casques bleus dans les opérations de maintien de la paix, et donc on avait l'impression que finalement tout allait très bien, malgré évidemment toujours quelques voix un peu inquiètes. Mais dans l'ensemble, on était plutôt optimiste. Alors, en même temps, lorsque Obama parle de pivot asiatique, vous écrivez dans votre livre que les Chinois le voient un peu comme un moyen de préparer l'opinion américaine à une guerre ou une confrontation contre la Chine. Le pivot asiatique est ressenti de façon négative par Pékin. Alors, on n'en est pas à parler de guerre, c'est un petit peu excessif. C'est l'idée que progressivement, la Chine a conscience que les États-Unis étant en partie en déclin, risquent de vouloir en fait freiner cette croissance chinoise, ce développement chinois et la possibilité finalement pour la Chine de reprendre en gros sa position dominante qu'elle avait historiquement. Et dans les années 2000, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui sonnent un peu l'alarme sur la montée en puissance de la Chine, c'est en partie le Japon, avec déjà Shinzo Abe, c'est en partie l'Inde qui commence à s'inquiéter des ambitions supposées de la Chine dans l'océan Indien. Et donc, les Américains, qui avaient l'impression d'avoir en partie abandonné l'Asie parce qu'ils s'étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup concentrés sur le Grand Moyen-Orient, en gros de l'Irak à l'Afghanistan, se disent que finalement, le vrai défi est en Asie. Il faut faire attention sur le pivot d'Obama, d'abord que ça n'a pas eu des conséquences militaires très importantes, il y a peu de troupes supplémentaires qui sont parties vers l'Asie. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il continue à tendre la main à la Chine à ce moment-là, mais l'idée, c'est de revenir dans les affaires asiatiques. Avec Hillary Clinton, qui était, on se souvient, sa secrétaire d'État, il y a vraiment ce discours de America is back en Asie. Ce qui évidemment faisait un peu sourire les Chinois en disant ben oui, mais vous n'êtes pas vraiment partis, puisque en fait, vous avez maintenu après la guerre froide des troupes, que ce soit en Corée du Sud ou au Japon. Donc il ne faut pas exagérer l'importance du rebalancing ou du pivot d'Obama, mais c'est vrai que c'est le début, à la fin des années 2000, au début des années 2010, d'un certain nombre de tensions. Il faut bien voir aussi que ce qu'on appelle l'assertivité chinoise en mer de Chine du Sud, c'est-à-dire une politique un peu plus ferme, commence aussi dès 2008-2009. Et donc, c'est une des raisons de la réponse d'Obama. Alors, à cette époque, au mi-temps des années 2010, la Chine a un PIB qui équivaut au PIB japonais, indien et russe réunis. Et vous écrivez qu'à ce moment-là, en 2015, Xi Jinping dit que l'océan Pacifique est assez grand pour englober la Chine et les États-Unis. Donc, c'est plutôt un discours ouvert à l'époque. C'est un discours ouvert. Le problème, c'est où va passer la ligne entre la sphère d'influence chinoise et la sphère d'influence américaine. C'est le moment où finalement la comparaison commence à être faite entre la montée en puissance de la Chine et la montée en puissance des États-Unis à la fin du 19e siècle. Et les Chinois aiment bien faire cette comparaison en expliquant que finalement, les États-Unis, en devenant une grande puissance économique, c'était naturel, par exemple, qu'ils aient une grande marine, ce qui a effectivement été le cas à partir de la fin du 19e siècle. En même temps, ils se sont, entre guillemets, réservés, disons pour aller vite, les Caraïbes, voire une partie de l'Amérique latine, et donc ça serait normal, là aussi, en comparaison avec ce que les États-Unis ont fait, que la Chine soit la puissance dominante au minimum dans la mer de Chine du Sud et d'une façon générale en Asie. Et donc c'est évidemment cette idée qui a inquiété les États-Unis, c'est-à-dire au pire évidemment d'être expulsés d'Asie, enfin ça c'est quand même un horizon assez large, mais en tout cas de ne plus avoir une Asie liée aux États-Unis et d'avoir une Asie trop dominée par la Chine. Alors, et c'est aussi à cette époque que finalement l'horizon majeur de la menace passe
pour faire court, du terrorisme à la Chine. Alors, c'est vraiment une transformation majeure que l'on a, puisque pendant plusieurs années, dans les doctrines stratégiques américaines, on réfléchissait aux États faillis, au terrorisme, à la criminalité organisée, enfin en gros depuis le début des années 2000. Et d'ailleurs, une grande partie des stratégies de l'Union européenne étaient relativement proches. Et l'autre thématique, c'était ce qu'on appelait, pour aller vite, les rogue states, qui non seulement violaient les droits de l'homme de façon massive, mais aussi pratiquaient la prolifération nucléaire. Et à la limite, c'était l'Iran, c'était la Corée du Nord qui étaient les inquiétudes. Et la grande transformation à partir du milieu des années 2010, c'est la thématique de la rivalité entre grandes puissances. C'est une expression qui est montée au Pentagone d'abord, qu'Obama n'aimait pas beaucoup. Obama disait à Poutine en 2014, je caricature un peu, tu es un homme du 19e, tu agis comme au 19e, au 20e siècle, nous sommes au 21e siècle, le jeu des grandes puissances, c'est terminé. On ne fonctionne plus de cette manière-là. Or, dans la deuxième moitié des années 2010, on est de plus en plus persuadé, notamment évidemment à l'époque de Trump, que les nouvelles règles du jeu, ce sont les rivalités entre grandes puissances et même qu'il peut y avoir de nouveau des guerres entre grandes puissances. Or, depuis la fin de la guerre froide, on avait l'impression que ce type de rivalité, que ce type de guerre n'existait plus. Et ça a évidemment changé complètement les doctrines stratégiques et les visions du monde, pas seulement aux États-Unis par exemple, mais aussi en Europe, bien entendu. Vous écrivez que la guerre froide a pris fin en fait avant en Asie qu'en Europe. Vous datez la fin de la guerre froide en Asie dès les années 70 et il semble qu'elle revienne en ce moment. Alors, d'une certaine façon, elle a terminé effectivement plus tôt, puisque normalement on explique que la guerre froide c'est une rivalité idéologique entre les communistes et les non-communistes ou les anticommunistes. Or là, la grande caractéristique de la fin des années 60, et surtout des années 70, c'est que finalement, un grand pays communiste, la Chine, se rapproche des États-Unis contre un autre pays communiste, l'Union soviétique, et que les guerres ont lieu entre pays communistes. Entre la Chine et l'Union soviétique en 1969, le Vietnam envahit le Cambodge en 1978, la Chine provoque une guerre contre le Vietnam en 1979, ce qui évidemment va à l'encontre de la vision que l'on a de la guerre froide. Et donc, d'une certaine façon, elle se termine, et elle se termine aussi parce que pratiquement tous les pays se concentrent sur les questions économiques et de développement économique, et bien sûr, c'est la Chine à partir de la fin des années 1970. Et ça n'empêche pas que la guerre froide finit aussi d'une certaine façon en 1990-91, puisque l'on a les deux Corées qui rentrent aux Nations Unies, on a d'une certaine façon, on a une normalisation diplomatique entre la Corée du Sud, la Russie et la Chine, ce qui est quand même paradoxal quand on se souvient de la guerre de Corée. Mais fondamentalement, ce que l'on a oublié, je pense, c'est que pour la Corée du Nord, évidemment, et pour la Chine, la guerre froide n'est pas complètement terminée. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que les Américains ont une mentalité de guerre froide, c'est une expression qui est utilisée tout le temps par les Chinois, et qu'ils veulent mettre fin au régime communiste, ce qu'ils ont réussi en Union soviétique, mais ce qu'ils n'ont pas réussi, bien entendu, grâce au succès, entre guillemets, tout ça c'est le vocabulaire officiel chinois que je reprends, grâce au succès du Parti communiste chinois. Et vous l'écrivez, c'est qu'aujourd'hui, la Chine représente pour les États-Unis un défi bien plus conséquent que l'Union soviétique du temps de la guerre froide. Alors, c'est un défi plus important parce que économiquement, la Chine, même si certains disent que c'est un modèle fragile, mais connaît une croissance tout à fait considérable et évidemment représente aujourd'hui, si on ne prend pas le PNB par parité du pouvoir d'achat, aux alentours de 2/3 du PNB américain. L'Union soviétique ne s'est pas rapprochée de cette proportion du PNB soviétique. Donc, d'une certaine façon, l'idée que la Chine puisse dépasser les États-Unis est bien ancrée. Il ne faut pas cependant oublier qu'à la fin des années 50, on se souvient du choc Spoutnik,
certains estimaient que l'Union soviétique allait dépasser les États-Unis aussi. Donc il faut faire attention aussi à se rappeler de cette réalité. Là où il y a quand même une différence et la menace est d'une certaine façon moins importante, c'est que pour le moment, en termes nucléaires, la Chine est bien inférieure aux États-Unis, alors que l'Union soviétique avait atteint la parité à la fin des années 60, au début des années 70. C'est quand même une différence majeure. L'Union soviétique avait aussi un nombre de divisions conventionnelles beaucoup plus important que ce que la Chine a aujourd'hui. Et puis surtout, l'Union soviétique était à la tête d'un système communiste international qui n'existe plus. C'est-à-dire que la Chine a bien sûr des moyens d'influence et des relais dans un certain nombre de pays, mais ça ne ressemble absolument pas à ce qui existait à l'époque de l'Union soviétique avec les partis communistes à travers le monde. Alors, bon, bien sûr, les États-Unis mettent en avant la différence des systèmes politiques, la différence du respect des libertés. Donc, c'est l'axe des pays autoritaires contre lequel il faut mener une coalition des pays démocratiques. Mais vous le montrez, dans le passé, les relations entre Washington et Pékin étaient bien meilleures, alors que la situation des droits de l'homme en Chine ne l'était pas. Est-ce que les droits de l'homme sont vraiment ce qui oppose Chine et États-Unis, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets plus importants? Alors, sur la question des droits de l'homme, ce qui est assez fascinant, c'est à quel point dans les années 70 et 80, le rapprochement mené par Kissinger, qui est pas un grand amoureux des droits de l'homme, c'est le moins qu'on puisse dire, on a complètement mis sous le tapis la question des droits de l'homme. Alors même que finalement, on s'est beaucoup mobilisé sur la question des droits de l'homme dans les pays de l'Est et notamment en Union soviétique, et bien entendu aussi chez les alliés, par exemple en Amérique latine. Et en fait, il faut attendre 87-88, notamment sur la question tibétaine, donc avant même Tiananmen, pour que on s'intéresse à la question des droits de l'homme. Alors, pour ce qui est de la situation aujourd'hui, vous avez effectivement un discours sur les droits de l'homme, mais qui n'est pas partagé partout. D'ailleurs, du côté des républicains, à l'époque de Trump, la question de Hong Kong, pour lui, c'était pas une question de droits de l'homme. Il s'y intéressait relativement peu. Donc, ça fait déjà un clivage. Quand on regarde la politique de Biden, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a fait donc 2 sommets des démocraties, et on ne sent pas un enthousiasme absolument considérable. Pourquoi? Parce que les démocraties sont aussi en partie en crise, et que on pourrait effectivement faire la liste de tous les pays invités et trouver un certain nombre de choses à redire. Il n'empêche bien entendu qu'il y a un certain nombre de dossiers qui cristallisent évidemment les tensions, notamment celui du Xinjiang, qui quand même est un dossier relativement lourd. Et la question finalement, elle est moins celle de la démocratie que de celle de la liberté. Et là, il est quand même assez clair que les libertés vont plutôt en déclinant en Chine. Même les gens qui admiraient plutôt la Chine des années 90 et 2000 le constatent, alors que la liberté existe toujours aux États-Unis et que c'est plutôt pour ça qu'il y a des migrations assez nombreuses vers les États-Unis. Mais bien entendu, c'est une des grandes faiblesses des États-Unis et d'une façon générale de l'Occident, c'est qu'il n'est pas très très difficile pour la propagande chinoise, russe et évidemment dans une partie de ce qu'on appelle le Sud global, de faire la liste et de ce que les Américains ont fait dans le passé, ou les Occidentaux ont fait dans le passé, depuis la colonisation pour aller très vite, et de ce qui continue à exister aujourd'hui, c'est-à-dire l'image que les États-Unis donnent de la démocratie n'est pas une image très très positive. Et on n'a pas l'impression que cette image va s'améliorer avec la cristallisation, surtout sur les questions pour lesquelles les Américains semblaient plutôt être en avance, c'est-à-dire les questions des valeurs, par exemple, puisqu'on a aujourd'hui une réaction très forte dans un certain nombre d'États sur les questions d'avortement, par exemple. La formule de Raymond Aron, paix impossible, guerre improbable, qu'il appliquait aux relations entre l'Union soviétique et les États-Unis, vous paraît-elle applicable aux relations entre la Chine et les États-Unis? Alors, je pense c'est une grande différence avec la guerre froide, c'est que la paix est un peu moins impossible et la guerre
un peu moins improbable. Pourquoi un peu moins impossible? Parce qu'il y a une interdépendance économique qui n'existait absolument pas avec l'Union soviétique. Même si l'Union soviétique est morte finalement de sa dépendance aux capitaux étrangers et aux technologies étrangères. Donc, il y a une interdépendance économique forte et donc des groupes de pression beaucoup plus nombreux qu'à l'époque de la guerre froide qui veulent continuer à faire du commerce. Et donc, ça rend la paix un peu plus possible, d'une certaine façon, même si on voit que et les Américains et les Chinois utilisent l'interdépendance comme une arme, hein, l'arsenalisation, comme on dit maintenant, de l'interdépendance économique. Et d'un autre côté, on a l'impression que la guerre est un peu moins improbable parce qu'il peut y avoir des tensions plus importantes sur un certain nombre de lieux liés aux alliés des États-Unis. C'est-à-dire que les questions territoriales, finalement, pour les alliés des États-Unis, n'étaient pas si importantes. Je veux dire, les Japonais n'essayaient pas de récupérer les îles Kouriles, et les soviétiques n'avaient pas de revendications territoriales sur la plupart des alliés américains. Or là, la question de Taïwan, la question aussi des îles Senkaku, Diaoyu avec le Japon par exemple, voire d'autres revendications en mer de Chine du Sud, sont évidemment, et bien sûr avec l'Inde aussi, hein, les tensions avec l'Inde, sont des sujets de préoccupation qui existaient beaucoup moins avec l'Union soviétique. Alors dans ce paysage, on voit que régulièrement les États-Unis demandent aux alliés européens de les rejoindre dans cette coalition des pays démocratiques, que le sujet est mis sur la table de l'OTAN, que désormais on parle de la Chine lors des sommets de l'OTAN. Il va en être probablement de même à Vilnius sur le prochain sommet. La guerre en Ukraine n'est pas venue créer cela, mais l'a renforcé. Quelles peuvent être les marges de manœuvre de la France dans la relation États-Unis-Chine? Quelles sont les cartes qu'elle peut jouer? Alors pour l'Union européenne et pour la France, je pense qu'il faut toujours se souvenir du traumatisme qui a été Trump. C'est-à-dire que quand Trump, juste quand il est arrivé au pouvoir, il n'était pas foncièrement hostile à la Chine. Il faut attendre un an à peu près pour qu'il lance son opposition commerciale avec la Chine. Au départ, il a plutôt eu tendance à lui tendre la main. Mais après, les Européens ont l'impression d'avoir été abandonnés par les Américains et que les Américains, finalement, sont vraiment unilatéralistes et jouent leur propre carte. Et je pense que tout le monde a en tête que aujourd'hui, s'engager trop à côté des États-Unis, c'est évidemment le risque de suivre essentiellement leurs priorités, mais surtout peut-être un jour d'être lâché en race campagne. C'est évidemment une question qui se pose aussi pour l'Ukraine, c'est-à-dire on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de républicains ne veulent pas continuer à soutenir l'Ukraine, donc évidemment pour 2014 ça pose quand même un certain nombre de questions. 2024, 2024, on croise évidemment les doigts pour que la guerre soit terminée avant 2024, mais on s'inquiète aussi au Japon, même à Taïwan. Est-ce que réellement les Américains qui ont des problèmes internes, qui sont las de la guerre, qui aujourd'hui n'ont plus les moyens qu'ils avaient à l'époque triomphante de la guerre froide, vont vraiment aider le Japon ou Taïwan s'il y avait des tensions très très fortes avec la Chine. Et donc nous on veut évidemment, on voit bien notre dépendance économique à l'égard de la Chine et on n'a pas une confiance absolue dans les États-Unis et on a l'impression aussi, comme au début de la guerre froide des années 80, que les Américains, à la Reagan finalement, essayent finalement de tirer profit des relations avec l'Europe pour pouvoir la tourner contre la Chine. C'est assez fascinant de voir que M. Blinken, le secrétaire d'État, avait fait sa thèse sur l'affaire du gazoduc sibérien au début des années 80, quand il y avait à peu près le même type de tension, les Européens voulant commercer et avoir du gaz soviétique et les Américains faisant pression. Mais il faut bien faire attention que ce n'est pas les Américains qui
nous oblige en Europe aussi à nous inquiéter de la Chine, c'est que tout le monde en Europe pratiquement et les pays asiatiques et un certain nombre de pays dans le monde voient bien que la Chine, quand elle devient trop forte et trop arrogante et trop sûre d'elle, pose un certain nombre de problèmes à la société internationale. Et donc, là aussi, finalement, on n'est pas non plus totalement mécontent que les États-Unis fassent un certain nombre de pressions sur la Chine. Merci Pierre Grosser. Je renvoie donc à la lecture de votre livre L'autre guerre froide, la confrontation États-Unis-Chine, qui vient tout juste de paraître aux éditions du CNRS et dont je recommande très vivement la lecture. C'est à la fois un livre d'histoire et de géopolitique. Merci beaucoup.